En 2004, dans une petite ville de Pennsylvanie qui s'appelle Dover, un conseil d'enseignement, c'est le Board of Education. Les Board of Education, les conseils d'enseignement, ce sont eux qui définissent les programmes pour des écoles ou pour un district scolaire, donc plusieurs écoles d'une circonscription, d'une région. Hein. Et ce conseil d'enseignement est composé de membres qui sont élus. Parmi les parents, les professeurs, les directeurs d'école, les notables locaux, etc. Et il se fait qu'en 2004 a été élu un conseil d'enseignement très conservateur. Et s'ils sont conservateurs, ils se disent comment est-ce qu'on peut faire, en particulier, hein, ils veulent réintroduire la prière à l'école et des tas de choses, mais ils se disent comment est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher que le darwinisme ne règne dans les écoles. Et donc, quand on suit les débats, parce que les débats sont intéressants, au début, bon, vous avez vraiment des créationnistes. Eux ne connaissent pas les arrêts de la Cour suprême et ils disent on va enseigner le créationnisme à la place du darwinisme. Alors, les avocats du Board of Educators le disent tout de suite, écoutez, il y a des arrêts de la Cour suprême, ne parlez surtout pas de créationnisme et ne parlez surtout pas de supprimer le darwinisme, tout ça est interdit, et vous ne pouvez même pas mettre le créationnisme sur le même plan que le darwinisme, il faut trouver autre chose, on ne sait pas ce que la Cour suprême déciderait, mais ce qu'on peut au moins faire, c'est présenter notre intelligent design. Et donc, le Board of Educators, qui a le droit de le faire, dit voilà, au début des cours de biologie, le professeur lira un avertissement, et dans cet avertissement, il va dire qu'il existe une autre théorie, que cette autre théorie n'est pas enseignée, ce qui crée évidemment le soupçon chez les élèves, si c'est tellement bien cette théorie, pourquoi est-ce qu'on ne l'enseigne pas, et que d'ailleurs on met à la disposition des élèves le livre central de la doctrine, qui s'appelle Of Pandas and People, hein, les pandas et les gens, et les individus humains, et que les élèves peuvent s'informer, et avec les ressources du Discovery Institute de Seattle, effectivement, il y a beaucoup de beaux livres qui sont distribués, avec cette idée que, c'est une façon de faire de la propagande pour l'intelligent design, sans entrer dans les classes, parce que ça, c'est dangereux, et ils croient que comme ça, ils vont arriver peut-être à changer quelque chose dans les mentalités des élèves, peut-être à organiser des cours à l'extérieur, on ne sait pas. Bon. Toujours est-il que les professeurs de sciences refusent la lecture de cet avertissement en disant « c'est pas normal, les élèves vont se demander pourquoi un avertissement pour le cours de biologie, en plus un avertissement dans lequel on leur dit qu'il existe une autre théorie qui n'est pas enseignée mais dont on offre le livre, ça va créer chez les élèves qui ont déjà souvent tendance au complotisme l'idée de dire il y a là quelque chose qu'on nous cache. Et on peut les comprendre. Et les professeurs de sciences disent non, on ne veut pas ça, on ne veut pas décrédibiliser notre cours en laissant entendre qu'il y a une autre très bonne théorie, mais qu'on n'enseigne pas. Et ils refusent. Alors évidemment, l'école impose aux membres de l'administration, qui eux sont dans une relation hiérarchique, qui ne peuvent pas invoquer la clause de conscience du professeur, de lire l'avertissement. L'avertissement est lu aux élèves, et à ce moment-là, il y a des professeurs de biologie et des parents qui portent plainte. Et qui vont dire à un juge qu'il s'agit d'un établissement de la religion, ce qui est interdit par la Constitution. Non, évidemment, c'est plus difficile à plaider que du temps des attaques frontales. Va de soi que les Monkey Laws, c'était un établissement de la religion. Et que donc, en 1968, Susan Epperson, qui a dit que ces Monkey Laws sont contraires à la Constitution, a gagné. Il a fallu attendre 68 pour des tas de raisons, mais elle a gagné en 68. Mais là, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus doux. Ce sont des gens qui disent c'est une autre doctrine scientifique, on n'empêche pas les cours de darwinisme, on ne veut même pas être à côté du cours de darwinisme, on lit un simple avertissement et on offre des livres. Hein? Difficile de dire c'est un établissement de la religion, hein? Alors quand on pense établissement de la religion, on pense religion officielle, etc. Bon. Et donc ils sont devant un juge, qui est le juge Jones, qui ne leur est a priori pas très favorable parce qu'il a été nommé par le président Bush, qui lui-même est assez conservateur, et donc ils se disent ça ne va pas être simple. Bon. Et le juge, qui est un type honnête, d'emblée se dit mais il y a deux thèses. Il y a ceux qui disent que l'intelligent design est une doctrine scientifique, une autre. Alors ça me semble tout à fait normal qu'on lise un avertissement, qu'on l'offre aux élèves, après tout ça va les cultiver, ça va leur ouvrir l'esprit, etc. Pourquoi pas? Ou bien c'est de la religion déguisée, mais alors ça ne va pas du tout. Parce que alors, c'est les créationnistes qui reviennent de façon biaisée et qui, en revenant, veulent, dans l'esprit des élèves, avec ce qu'ils peuvent faire, essayer de décrédibiliser le cours.
Et bon, le juge Jones fait beaucoup de choses. Il interroge des scientifiques des grandes universités en disant, au fond, on va voir ce qu'ils pensent. Et donc, il fait venir de grands biologistes des grandes universités américaines qui discutent avec les défenseurs de l'intelligent design. Et pour des tas de raisons, ces défenseurs de l'intelligent design s'écroulent totalement. Leurs données ne sont pas à jour, elles datent, c'est pas cohérent, ce ne sont pas des vrais spécialistes, ce qu'ils ont publié, ce n'est pas dans des revues scientifiques de haut niveau, etc., etc. Et les grands scientifiques des universités américaines disent, vous savez, cet intelligent design, ça ne tient pas debout scientifiquement, bon, ça peut être défendu au nom de la religion, comme vous voulez, mais ça ne tient pas debout scientifiquement. Et à ce moment-là, le juge Jones, effectivement, considère qu'il s'agit de religion déguisée. Il suit l'avis des grands scientifiques. Il y a d'autres débats, hein, c'est un très grand procès. Et il donne raison aux plaignants, disant effectivement, on ne peut pas lire un avertissement qui présente comme scientifique un livre qui n'est que de la religion déguisée. Ça, c'est la stratégie des créationnistes. Il a appris en plus que les créationnistes, quand ils sont hors de l'école, n'utilisent pas du tout ce langage sophistiqué de l'intelligent design, mais sont des créationnistes purs et durs. Et puis, j'ajouterai que le juge a interrogé une philosophe qui s'appelle Barbara Forrest, avec 2 R, Barbara Forrest, et que cette philosophe a fait un travail formidable. Elle a découvert un premier manuscrit de Of Pandas and People qui datait de 1987, un peu avant l'arrêt Edwards via Gillard, et qui était et dans ce manuscrit, on parlait tout le temps de création, puisque c'était l'époque de la science de la création, et qu'on ne savait pas que la Cour suprême allait dire que la science de la création, ce n'était pas de la vraie science. Et puis, elle montre l'évolution des manuscrits. Après la décision de la Cour suprême, on barre 200 occurrences du terme création-créateur, et on remplace par designer. Et son argument consiste à dire, ils prétendent être des scientifiques qui ont une autre théorie à proposer, ce sont simplement des créationnistes qui ont vu que la Cour suprême empêchait quelque chose et qui ont changé les mots, mais en gardant les mêmes arguments. Et ça a aussi eu une très grande influence sur le juge Jones. Je voulais dire pour terminer que cette évolution de la querelle sur le créationnisme aux États-Unis, elle peut paraître liée aux États-Unis, mais elle est intéressante en tant que telle historiquement, mais c'est bien plus que ça. Elle est intéressante pour nous, pour l'avenir de la pensée critique et le rapport entre la pensée critique et les pressions religieuses, aussi détournées soient-elles. Il y a aujourd'hui un livre qui circule sur Internet d'ailleurs, en accès libre, qui s'appelle l'Atlas de la création et qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Harun Yahya, H-A-R-O-U-N, Y-A-H-Y-A. Eh bien, vous trouvez tous les arguments un peu mêlés dans cet ouvrage qui défend les arguments créationnistes en traitant tous ceux qui défendent la biologie darwinienne d'athées, de mécréants, d'adversaires des grandes valeurs morales, mais qui utilise aussi les arguments de l'intelligent design. Il y a plein de schémas, sans doute peu compréhensibles, dans lesquels on essaye de montrer que le système immunitaire n'est pas possible par la théorie de l'évolution, mais que l'intelligent design en rend compte, etc., etc. Ce qui veut dire que les combats des créationnistes ne sont pas terminés, et que ça existe ici dans certaines de nos écoles, et que ça existe en Europe et en Angleterre, et que donc essayer de comprendre comment les Américains ont réagi, eux qui ont été confrontés au phénomène pendant une centaine d'années, est quelque chose qui nous permet d'appréhender les problèmes actuels de la pensée critique et de la laïcité.